Bonjour à toutes et à tous, je suis Marc Tronchot, je suis heureux de vous retrouver comme l'an dernier dans l'enceinte du Salon des maires et plus précisément dans le studio radio qui a pris place sur le stand du secrétariat général de l'enseignement catholique dans le parc des expositions de la Porte de Versailles de Paris. Pendant ces 3 jours de salon, ce studio sera pour nous un lieu d'échange, parfois de débat, avec toutes celles et tous ceux qui nous feront l'honneur et le plaisir de passer nous voir. Des émissions spéciales sont par ailleurs prévues. Une région et une métropole seront ainsi mises sous le projecteur. La région Bretagne et la métropole lyonnaise, et nous consacrerons une part importante jeudi au thème de la défense de notre planète et au développement durable sous toutes ses formes, ce qui nous permettra d'explorer plus avant et en détail la deuxième encyclique du pape François, généralement connue sous son titre latin Laudato Si, et dont le sous-titre sans doute plus explicite pour les non-latinistes nous fixe comme objectif la sauvegarde de la maison commune. Nous en parlerons donc, ce sera jeudi, il n'est pas interdit de parler avant et nous le ferons certainement des questions environnementales et sociales, cela va souvent ensemble. Nous parlerons d'écologie intégrale et de façon générale de sauvegarde de la création. Voilà pour un programme rapide. Pour cette première journée, comme je vous le disais à l'instant, nous allons accueillir beaucoup de nos amis bretons. Pas seulement eux, mais beaucoup d'entre eux. Je dis pas seulement parce que nous devrions également recevoir en milieu de journée le président du Sénat, Gérard Larcher, qui est plutôt normand, si ma mémoire est bonne. Et en fin d'après-midi, ce sera votre nouveau secrétaire général, Philippe Delorme, que j'aurai le plaisir de recevoir. Philippe Delorme, dont le port d'attache n'est pas davantage un port breton, mais se situe, je crois, plutôt dans les Yvelines. La Bretagne, disais-je, et nous allons commencer cette journée par l'un de ses sénateurs, Michel Canevet, sénateur du Finistère, un des fondateurs de l'UDI, ex-maire de Plonéour-Lanverne, dans le sud du département. Vous n'êtes plus maire pour cause de non-cumul et vous avez préféré être sénateur. Nous allons également commencer cette journée en compagnie de Patrick Lamour, directeur diocésain du Finistère. Merci messieurs. Il vous revient d'inaugurer cette séquence bretonne qui marquera notre première journée au Salon des maires. Et peut-être pourrait-on commencer pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont de toutes les régions de France, peut-être expliquer ce qu'est la singularité bretonne, s'il en existe une en matière d'enseignement, peut-être de tradition et de culture, souligner peut-être l'insertion de l'enseignement catholique dans cette région et ce département du Finistère peut-être en particulier. Qui veut commencer? Monsieur Lamour, là, il y a une spécificité bretonne. Alors, l'enseignement catholique de Bretagne est un enseignement catholique qui accueille 252 000 enfants et jeunes dans un peu plus de 1100 établissements scolaires. Vous parliez à l'instant, M. Tronchot, là, de forte implantation. Nous sommes effectivement un enseignement catholique qui est enraciné dans les territoires. Peut-être que Michel le dira tout à l'heure. Enraciné dans les territoires, dans une relation de proximité donc avec les familles, avec les communes et les territoires. Pour le département du Finistère, où je suis en mission, donc l'enseignement catholique compte 274 établissements. Il est présent dans plus d'une commune sur deux dans notre département, 150 communes sur les 279 que compte notre département. Et dans 30 de ces communes, l'établissement catholique, l'école catholique, est la seule école. Donc elle fait office quasi d'école communale. Alors tout ceci résulte à la fois d'une histoire, d'une culture, effectivement, qui nous vient des décennies ou des 2 siècles passés, où celles et ceux qui ont eu l'intuition de ces écoles catholiques les ont fondées au plus près des paroisses, au plus près des communes, au plus près des territoires, répondant donc aux besoins des familles. Quel héritage, monsieur le sénateur. Oui, je pense que de manière assez générale, il y a un attachement extrêmement fort des élus à la question de la jeunesse, de la formation de la jeunesse et donc de la présence des écoles. Et c'est vrai que nous avons un tissu d'écoles qui est particulièrement dense. Comme vient de le dire Patrick à l'instant, il y a beaucoup de communes dans lesquelles la seule école qu'il y ait, c'est l'école catholique. Et donc, elle fait office d'école communale. C'est assez fréquent. Et moi, j'ai la conviction que c'est quelque chose qui permet justement aux Bretons d'être excellents, d'être excellés dans différents domaines. On le voit bien pour ce qui concerne les résultats aux examens, que ce soit au DNB ou au bac. Eh bien, les académies de Rennes et de Nantes sont constamment en tête des classements. Ça montre bien qu'il y a chez nous une formation de qualité et je pense que l'enseignement catholique y est concourt. Vous parliez, monsieur Lamour, de proximité. Ça a l'air d'être le mot, j'allais dire, le mot important dans votre discours. Alors, comme le disait à l'instant Michel, ce qui caractérise la Bretagne, les familles, c'est un appétit d'école. Pour le Finistère en particulier, donc, nous sommes dans un territoire donc, qui est issu du monde de l'agriculture et de la pêche. Et au fil des générations, l'école est apparue aux familles, aux parents,
comme l'outil de promotion en quelque sorte, personnelle, humaine, sociale, professionnelle. Et vous évoquiez tout à l'heure, M. Tronchot, là, les signes. Il faut savoir que dans l'ouest de la France, en Bretagne en particulier, cet appétit d'école se traduit par une scolarisation très précoce. Dès entre 2 et 3 ans, de longue date, la plupart des enfants, des jeunes Bretons, des jeunes Finistériens sont scolarisés. On évoquait donc l'abaissement dans le cadre de la loi Blanquer de l'âge de la scolarisation obligatoire à 3 ans. Eh bien, de fait, la loi vient confirmer ce qui est inscrit dans les faits déjà depuis très longtemps. Et cette scolarisation précoce est un des signes, parmi d'autres, de cet appétit d'école qui caractérise peut-être la Bretagne. Dans ce département du Finistère, en Bretagne d'ailleurs, de manière peut-être plus générale, l'école privée, l'école publique sont en fait deux partenaires, ce ne sont pas deux écoles différentes. Ah, ce sont des partenaires, bien entendu, de l'action locale et la quasi-totalité des élus fait autant confiance au réseau de l'enseignement catholique qu'au réseau de l'enseignement public pour assurer la scolarisation de l'ensemble des enfants. Mais je dirais que pour moi, la présence de ces réseaux, c'est une vraie richesse. Je pense que c'est la raison pour laquelle, effectivement, les Bretons excellent, pour laquelle les résultats sont excellents, c'est le pluralisme scolaire. Le fait qu'il y ait deux réseaux amène à l'élévation du niveau de la formation par cette espèce d'émulation qu'il y a. Et c'est ça qui permet vraiment à la Bretagne de se distinguer. C'est un élément, à mon avis, extrêmement fort. Et moi, j'encourage les différentes régions de France à s'inspirer de ce qui se passe en Bretagne, de ce qui se passe aussi en Loire-Atlantique et dans l'Académie de Nantes, puisque c'est un peu similaire. Mais on voit bien que la présence extrêmement significative, forte de l'enseignement catholique est un facteur évident de réussite pour l'ensemble des élèves et donc pour l'ensemble de nos jeunes. Donc c'est quelque chose à véritablement encourager. Monsieur Lamour, quand vous écoutez le sénateur parler d'émulation, c'est comme ça que vous le vivez? Alors, il y a, je crois, effectivement, là, deux réseaux d'éducation. M. Canevet vient de le dire, deux réseaux d'éducation qui, à la fois, sont dans une émulation réciproque l'un vis-à-vis de l'autre et qui, en même temps, travaillent en bonne intelligence. Je voudrais en illustrer ceci par un exemple. Il y a chaque année à Brest un salon des formations supérieures pour l'ensemble des lycéens du département. Ce sont en 3 jours 23 000 lycéens, à la fois des lycées publics et des lycées catholiques, qui vont aller à la rencontre de plus de 300 établissements d'enseignement supérieur pour les accompagner, pour les aider, pour les informer dans leur choix de formation universitaire ou supérieure. Et c'est ce salon qui accueille donc, je le rappelle, 23 000 personnes en 3 jours chaque année. Il repose sur une assemblée générale qui est constituée à parité de l'ensemble des proviseurs des lycées publics et de l'ensemble des chefs d'établissement des lycées catholiques du Finistère. Donc ce contexte d'émulation, chacun étant effectivement dans la spécificité de sa proposition éducative, n'empêche pas effectivement ce travail en bonne intelligence, ce travail en coopération au service de la qualité qu'évoquait Michel à l'instant. On aime tellement l'école qu'on est content qu'il y en ait deux en fait, c'est ça? Oui, on est tout à fait content qu'il y en ait deux parce que je crois que ça permet aux parents d'exercer le libre choix pour le réseau scolaire, pour leurs enfants. C'est une faculté, c'est une chance pour les parents que de pouvoir choisir leur établissement. Et puis, c'est un facteur de réussite aussi. Puis, je crois que c'est important, Patrick vient de le dire, la question de l'orientation. Elle est primordiale. Actuellement, par exemple, au Sénat, je travaille sur la problématique de l'offre et de la demande d'emploi. On s'aperçoit finalement qu'il y a un grand nombre d'inscrits à Pôle emploi et puis beaucoup d'entreprises qui cherchent des collaborateurs. Ça veut dire que on n'arrive pas à bien assurer l'adéquation entre l'offre et l'emploi. Et moi, j'ai la conviction que il faut que dès l'enseignement primaire et secondaire, eh bien, on puisse avoir une action extrêmement forte pour l'orientation. Et le fait que, par exemple, il y ait un salon tout à fait significatif à Brest est important pour permettre aux jeunes de découvrir les différents métiers et favoriser une insertion professionnelle qui sera ensuite extrêmement réussie. Et donc ça, c'est quelque chose de primordial. Sans parler, Monsieur Lamour, de la voie professionnelle qui est également une des caractéristiques, un des points importants sur lesquels l'enseignement catholique pèse. Ce que vient de dire Michel, là, est important dans la manière dont nous accompagnons, nous, enseignement catholique, les parcours des jeunes.
dans la manière effectivement dont nous accompagnons l'éducation et l'orientation. À nos yeux, par conviction, les voies de formation générale, technologique, professionnelle sont d'égale dignité. Et il y a en particulier dans l'insertion, l'articulation, les coopérations entre l'enseignement catholique et les environnements économiques, le monde des entreprises, il y a en particulier à promouvoir tout ce qui va favoriser la connaissance réciproque. Et je voudrais illustrer par deux exemples récents. Nous venons le 4 novembre, lundi 4 novembre, en Finistère, d'organiser une journée départementale où 1037 enseignants de collège sont allés en immersion pendant une journée dans les lycées professionnels et les lycées agricoles de notre département. Ils y ont été accueillis, alors tout d'abord évidemment par les chefs d'établissement, par les directeurs délégués aux formations technologiques et professionnelles, par les enseignants, mais aussi et surtout par les élèves qui y sont aujourd'hui en formation et qui étaient leurs élèves il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans en collège. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans les évaluations, les retours que faisaient ces 1037 enseignants de collège, ou tout au moins un bon nombre d'entre eux, c'était de voir combien ils étaient touchés, voire fiers ou admiratifs du parcours de leurs anciens élèves dans la voie professionnelle. C'est quelque chose effectivement d'extrêmement important et que l'on soit dans le domaine industriel, dans le domaine commercial, dans le domaine des services. Moi-même, j'ai participé à cette journée. J'ai effectivement vu des jeunes heureux d'y être. Deuxième exemple que j'ai envie de partager avec vous là, au sujet donc, de cette ambition pour la voie professionnelle, l'enseignement catholique de Bretagne a organisé donc, le 13 décembre 2018 les états généraux de la voie professionnelle. Et nous avions réuni à Ploërmel 400 représentants de nos établissements, mais aussi des collectivités territoriales, conseils départementaux, conseils régionaux, mais aussi des entreprises et des secteurs d'activité, pour ensemble réfléchir à la manière effectivement dont demain l'insertion professionnelle pourrait continuer d'être pensée et préparée au mieux, tout d'abord au service des jeunes, mais aussi et surtout au service des entreprises, au service des secteurs d'activité. C'est dans le domaine professionnel, me semble-t-il, l'une des manières de manifester également notre insertion et notre attachement à la vitalité de nos territoires. L'école, acteur de l'économie, monsieur le sénateur. C'est clair que l'école est le fondement pour le développement économique du territoire. Et la Bretagne est aujourd'hui extrêmement attractive au plan économique. Et je crois que l'école y a sa part. Ce qu'il faut, c'est comme le fait l'enseignement catholique en Bretagne, continuer à améliorer les relations entre les organisations professionnelles, entre les entreprises et l'ensemble du tissu scolaire. Car c'est ainsi que l'on répondra aux besoins réels des entreprises. Vous savez, le monde, il évolue très rapidement aujourd'hui. Et donc, les besoins des entreprises aussi. Et il y a un besoin d'adaptation permanent. Bien, moi, je trouve que, franchement, l'enseignement catholique en Bretagne le fait de façon régulière, établit les contacts avec l'ensemble des acteurs. Et bien, tout ça, c'est porteur pour les jeunes parce que ça permet en permanence d'avoir des formations qui sont adaptées aux besoins de l'environnement socio-économique dans lequel nous nous trouvons, qui est particulier. C'est l'agriculture, ce sont différentes entreprises agroalimentaires. Donc on a besoin d'avoir des personnels qui soient qualifiés, qui puissent aussi évoluer professionnellement, parce que là aussi on s'aperçoit que les métiers évoluent. Eh bien, j'ai la conviction, moi, que l'enseignement catholique y concourt. Je rebondis sur ce que vous avez dit. La Bretagne est plus attractive qu'auparavant sur le plan économique ? La Bretagne est plus attractive, oui, que sur le plan économique, parce que nous voyons la population qui croît de façon significative et nous voyons de nouvelles formes de travail collaboratif émerger, parce qu'il y a, je crois, un cadre et une qualité de vie qui sont particulièrement bons, qui sont excellents. Et donc tout ceci fait que des familles ont envie de venir s'installer en Bretagne. On est toujours étonné. Il y a des territoires extrêmement périphériques et on est toujours étonné de voir des familles qui s'y installent. Il y a peut-être des exemples d'ailleurs, Patrick. Voilà. Alors, dans le prolongement de ce que dit Michel, je pense à un secteur comme le Cap Sizun, qui est l'extrême pointe du Finistère. Là. Ce que j'observe, c'est 3 mutations profondes en cours. Comme dit Michel à l'instant, le Finistère est effectivement
un territoire de qualité de vie. Il y en a d'autres, bien évidemment, en France, et je crois que chaque territoire a ses qualités de vie, mais le Finistère a des singularités de ce point de vue-là. D'autre part, la géographie des distances est en train de changer. Et en particulier, la LGV est en train de modifier, alors non pas les distances, la ligne à grande vitesse est en train de modifier non pas les distances qui restent les mêmes, mais le temps de distance. Et troisièmement, l'accessibilité au haut débit, au numérique, est en train de modifier les choses. Je vais illustrer par un exemple très précis. J'étais il y a quelques semaines dans une réunion d'assemblée générale d'une école du Cap-Sizun. Et la présidente d'appel de l'association des parents me disait, ben voilà, avec mon mari, avec notre famille, nous avons fait le choix, il y a 3 ans, de revenir en Finistère. Mon mari a gardé son activité professionnelle à Paris. Il est donc à mi-temps à Paris durant la semaine. Il est en télétravail, dans le Cap-Sizun l'autre moitié de la semaine. Durant ce temps de télétravail, il garde à peu près la même efficacité professionnelle. Et ce qui permet ce nouveau mode de vie, c'est bien effectivement l'accessibilité qui est en train de se renforcer au Finistère et les capacités à travailler donc à distance. On va quand même encore plus rapidement à Strasbourg qu'à Brest, hein, Monsieur Lamour. Oui, tout à fait. Et il y en a encore pour quelques années. Hein. Voilà, mais je peux vous assurer quand même, Monsieur Tronchot, que faire l'aller-retour avec plus de 3/4 d'heure de gain de temps, ça modifie les choses, puisque y compris pour un directeur diocésain ou pour un sénateur, nous étions avec Michel dans le même train il y a quelques semaines, on peut maintenant quasi faire l'aller-retour de manière tenable dans la journée par le train de cœur de ville à cœur de ville. Oui, puis le numérique change aussi les choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique prend une place de plus en plus importante dans la vie professionnelle, et le fait de l'aménagement numérique décidé en Bretagne qui vise à équiper l'ensemble des habitations, eh bien, ceci permet effectivement de chez soi de pouvoir continuer à travailler. Le télétravail est quelque chose qui se développe aussi dans notre pays. Eh bien, je crois que nous avons des atouts à faire valoir malgré notre éloignement géographique. Malgré cela, mais il faut en faire un atout aujourd'hui pour le cadre et la qualité de vie. Est-ce qu'on peut imaginer... oui, Monsieur Lamour, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, juste, mais c'est peut-être sur un autre sujet, donc je vous laisse poursuivre, Monsieur Tronchot, sur le même sujet. Là. Non, mais j'étais en train de me demander, en vous écoutant, je vous trouve très, très, très optimiste et je m'en félicite, étant breton par ailleurs. Est-ce que demain, on doit s'attendre à une demande plus importante en termes de scolarisation et donc à une nécessaire adaptation de la carte, peut-être, concernant le département du Finistère en particulier, la Bretagne en général? Mais oui, la demande en scolarisation restera toujours extrêmement forte. D'abord parce que les Bretons y sont attachés et qu'on considère que c'est vraiment le passeport pour une réussite dans la vie professionnelle et donc dans la vie familiale. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, on sait que le fait d'avoir ces différents réseaux en Bretagne permettent une évolution beaucoup plus rapide, à mon sens, de la carte des formations et donc de l'adaptation aux besoins des entreprises. Et tout cela, eh bien, c'est un facteur d'excellence. Vous vouliez ajouter, Monsieur Lamour, voilà, tout à l'heure. Ce que je voulais dire, donc, oui, nous avons la conviction que la Bretagne, dans son ensemble, et le Finistère sont une terre d'avenir. Je voulais revenir, là, M. Tronchot, sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur l'insertion en proximité, la relation de proximité. Michel évoquait l'importance effectivement des écoles. Alors tout d'abord dans la mission d'éducation qui est la leur évidemment pour les écoles catholiques, mais ce qui me frappe dans les relations avec nos élus, à la fois nos élus nationaux comme les Michel, avec les élus, les maires des communes, Michel a été maire de Plonnéour-Lanverne, c'est l'attachement donc à l'école en tant également que facteur et catalyseur d'activité dans la commune et dans le territoire. Je vais illustrer ceci. Les 64 000 enfants et jeunes qu'accueille aujourd'hui l'enseignement catholique du Finistère viennent de 50 000 familles. Ils nous sont confiés par 50 000 familles qui nous font donc confiance, qui sont donc des acteurs eux-mêmes des territoires où ils vivent. Et au service de ces territoires, nous nous sommes engagés cet après-midi, Stéphane Gouraud, directeur diocésain du Morbihan, le dira, dans une démarche qui s'appelle Tiad Reis, au sujet donc de la qualité alimentaire, mais la qualité alimentaire dans l'ensemble de ses dimensions, en particulier dans la relation de proximité
aux producteurs locaux, c'est-à-dire que les écoles catholiques ont une responsabilité dans la vitalité relationnelle, sociale, économique de leur territoire. Et on a effectivement à faire alliance les uns et les autres de manière à ce que nos territoires soient rayonnants et à ce que l'école catholique contribue à la fois sur le registre de sa mission éducative et plus largement sur le registre de son insertion dans le territoire, contribue à la vitalité de ces territoires. Dans cet ensemble très positif, et ce sera ma dernière question, est-ce qu'il y a des ombres au tableau? Est-ce qu'il y a des choses, des priorités à traiter, des ombres, oui, effectivement? Des priorités à traiter, c'est notamment le fait qu'il ne faut pas que dans certains territoires où la démographie est mauvaise, que l'ensemble du réseau scolaire quitte le territoire, car la proximité reste quelque chose d'important, hein, notamment je pense à la question de l'enseignement primaire. Pour autant, pour l'enseignement secondaire, on peut admettre qu'il y ait un certain nombre de déplacements, mais pour le réseau d'enseignement primaire, il est important qu'on puisse rester au plus près des territoires et que donc des moyens puissent être effectivement alloués pour cela. Je crois aussi que dans le Finistère, l'ensemble des élus ont pris conscience que l'école étant importante, il fallait qu'elle soit accessible à tout le monde. Et, il me semble que pour la plupart des communes, le coût d'accès à l'école, il est extrêmement faible pour les familles, permettant aussi aux familles d'exercer le choix. C'était le cas dans la commune dont j'étais le maire pendant 25 ans. L'accès à l'école ne devait pas être un obstacle et donc la commune aidait de la même façon l'école Notre-Dame de Bon-Secours que l'école publique qu'il y a. Et pour ce qui concerne la restauration, nous avons une restauration municipale qui est livrée dans les deux écoles et qui permet à l'ensemble des enfants scolarisés sur la commune de déjeuner au même prix, dans les mêmes conditions, dans chacune des écoles. Donc voilà, il y a plein d'actions à mener pour que les écoles restent un lieu de vie, que les écoles soient vraiment un facteur de réussite pour les jeunes et un facteur de satisfaction pour les familles qui ainsi peuvent vraiment choisir les conditions dans lesquelles leurs enfants seront scolarisés. Car c'est quelque chose, le libre choix, c'est quelque chose auquel moi je suis particulièrement attaché. Et je sais que l'adjoint aux affaires scolaires de Plonnéron-Lanverne, qui est juste à côté de nous ici, est aussi particulièrement attaché à cela, faisant en sorte que les écoles aient, quel que soit le réseau, un niveau d'équipement extrêmement fort, par exemple dans le domaine des nouvelles technologies, pour pouvoir appréhender au mieux ces évolutions numériques. Monsieur Lamour, un dernier mot? Oui, tout à fait. Donc je rejoins Michel là, sur le point d'attention. Vous n'avez jamais été en désaccord, hein. Nous n'avons jamais été en désaccord. Alors, c'est vrai que nous sommes assez en phase, on peut le dire, hein, Michel. Là, donc, nous étions donc vendredi soir, nous inaugurions ensemble, Michel parlait à l'instant de restauration, les nouveaux espaces de restauration donc, de l'école Notre-Dame des Carmes à Pont-l'Abbé. Le point d'attention que vous évoquiez, donc, M. Tronchot, c'est effectivement la démographie et l'enjeu ou le défi pour l'enseignement catholique, à la fois en Finistère et dans son ensemble, c'est à la fois effectivement d'être présent là où se trouvent les populations, mais de faire en sorte qu'il y ait une attention très forte et très soutenue à l'aménagement du territoire et en particulier aux communes des zones rurales. Pourquoi ? Parce que sociologiquement, ce sont également des terres d'avenir pour notre pays. Vous n'aurez pas le dernier mot parce que c'est monsieur le sénateur qui veut l'avoir. Je voulais juste compléter le propos du directeur diocésain concernant l'inauguration de vendredi. Non seulement nous étions en train d'inaugurer un espace de restauration, mais l'espace de restauration a été aménagé dans une ancienne chapelle. C'est-à-dire que le patrimoine également a été valorisé, mis en valeur. Eh bien ça c'est important et aujourd'hui on a des espaces qui sont très agréables dans un cadre patrimonial adapté. Donc c'est formidable. C'est véritablement fusionnel. Merci messieurs pour cette introduction à la vie quotidienne en Bretagne et ça donne plutôt envie d'y aller, hein, monsieur le sénateur. J'espère. En tout cas, tout le monde est bienvenu en Bretagne et nous pouvons montrer ce qu'on y fait et que cela puisse servir à d'autres, bien entendu, pour la réussite de tous. Eh bien, vous étiez les bienvenus sur ce plateau. Je vous remercie de votre présence et de votre intervention. À tout à l'heure.